Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 25 septembre 2022. Le lundi 12 septembre dernier, le conseil de supervision de la commune d'Aboumey-Calavi a été officiellement installé dans un climat quelque peu tendu. Les conseillers du bloc républicain et ceux des forces Cori pour un Bénin émergent, minoritaire au sein du conseil communal ont donné de la voix pour protester contre la procédure adoptée par le préfet de l'Atlantique. Alors, quels sont les défis de ce conseil de supervision né de la réforme dans le secteur de la décentralisation? Explication assure avec Brice Fagbemi. Il est le président de la commission de la coopération et des relations avec les institutions et membre du conseil de supervision d'Abomey-Calavi. La nouvelle saison de l'année scolaire 2022-2023 a démarré sur l'ensemble du territoire national, comme l'a décidé le gouvernement, mais au niveau du privé. Comment on aborde cette nouvelle année scolaire? Le président du patronat des établissements secondaires privés du Bénin nous répond dans cette édition. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'ils sont 13 h. Et si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. Le grand format, eh bien, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, un autre renfort pour le parti Union progressiste, le Renouveau. Cette fois-ci, il vient de Parakou dans la 8e circonscription électorale. L'opérateur économique Camilo Aruna et 3 autres acteurs politiques influents de la ville ont déclaré leur adhésion au parti que préside Joseph Diogbenou. On en parle dans un instant. On parlera également de la relance post-Covid et la gestion des produits chimiques et des déchets, des thématiques qui étaient au cœur d'un atelier qui a mobilisé les parlementaires béninois. Images et reportages à suivre également les précisions sur ce geste humanitaire du Rotary International Club de Cotonou-Palmier. Cette organisation à but non lucratif a offert des kits scolaires aux apprenants du primaire et du secondaire de la commune de Tofo. L'information dans toutes ses dimensions pour mieux comprendre l'actualité nationale. Vous êtes à la bonne adresse. C'est le grand format sur Canal 3 Bénin que nous démarrons avec cette information. La famille politique du bloc donc du parti Union progressiste le Renouveau s'est agrandie ce vendredi à Parakou. L'opérateur économique Camilo Aruna et 3 autres acteurs politiques ont rejoint donc cette formation politique. L'artisan de cette adhésion a pour nom Issa Salifou, élu de la première circonscription électorale. Reportage. De nouvelles adhésions au parti Union progressiste le Renouveau. Ils sont au total 4 acteurs politiques. De nouvelles adhésions au parti Union progressiste le Renouveau. Ils sont au total 4 acteurs politiques influents du septentrion qui viennent de s'accrocher au baobab. Il s'agit de Salifou Sata Yakoubou, Georges Atekou, Dino Renaud Adorpetor et l'opérateur économique Camilo Aruna qui justifie d'ailleurs son choix. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu des amis qui sont acteurs politiques dans pratiquement tous les partis politiques du Bénin. Mais quand je fais une analyse pertinente, je me rends compte que ce n'est qu'avec l'UPR que je peux m'engager. Cette vague d'adhésion est plus qu'une bouffée d'oxygène pour les membres du parti UPR. D'ailleurs, le traitement réservé à ces nouveaux membres n'aura rien de différent à celui des anciens, ont précisé les responsables du parti au plan communal. Je tiens à féliciter nos camarades, frères, amis, de l'engagement qu'ils ont pris ce matin de rejoindre l'UPR le Renouveau. Soyez rassurés que nous, de cœur, on vous a déjà accepté. Et nous avons jugé votre engagement sincère et nécessaire pour le combat qui nous reste à faire. Partout dans notre pays, c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de dire que je suis de telle ou de telle autre région. Partout où on peut renforcer, où on peut enraciner notre parti, c'est qu'on est en train de parler, c'est qu'on est en train de travailler
pour un parti fort et d'ailleurs le plus fort de notre pays. La séance et même l'adhésion de ces nouveaux membres ont pu avoir lieu grâce au leadership de Issa Salifou, membre influent de l'UPR dans la première circonscription électorale, et le président Adam Bonitessi de la 7e, venu en renfort pour la circonstance. Je viens vous aider pour détrôner ceux qui sont là. Parce qu'apparemment, ils ont échoué. Ils ont échoué parce que les Paraquois ne sont pas contents. Les Paraquois les ont fait confiance, mais ils ne sont pas contents. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de nous joindre à vous pour être des facilitateurs, pour être des accompagnateurs. Nous n'avons pas d'autre ambition que de vous aider à réaliser, à relever ce défi-là. Que Parakou revienne dans l'escarcelle de l'Union progressive, le renouveau. Lentement, mais très sûrement, le parti UP Le Renouveau s'enracine dans les localités du Septentrion, comme dans le sud du pays. L'objectif étant de gagner et d'exercer le pouvoir d'État. Oui, conquête et exercice du pouvoir d'État avec pour défi immédiat la majorité au Parlement. Mais en attendant, les locataires actuels de l'Assemblée nationale, membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, étaient à Cotonou avec leurs collègues des autres pays pour la tenue de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2022. Une session qui a été placée sous le signe de la fédération des efforts pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays de l'UEMOA. Emma Rodono. Réunis ici à Cotonou, les membres du comité interparlementaire de l'UEMOA. Ils y tiennent, au titre de cette année 2022, la deuxième session extraordinaire de cet organe de contrôle démocratique dont le Bénin assure la présidence depuis avril 2022. Le choix du Bénin pour abriter ses assises est salué par le président Louis Vlavonou à l'ouverture des travaux. Je me réjouis du choix porté sur notre pays, le Bénin, pour abriter cette importante rencontre, car c'est une marque d'amitié qui renforce, à n'en point douter, la communauté de destin voulue par les gouvernants de nos pays respectifs. Aussi, voudrais-je vous exprimer toute la reconnaissance de la nation béninoise. L'intégration se présente aujourd'hui comme une nécessité face à l'étroitesse de nos marchés, mais également comme une garantie de paix et de sécurité. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour de cette deuxième session extraordinaire du CIP UEMOA, dont le thème central est « Lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union ». Quels défis et perspectives? Les temps forts de notre session seront consacrés à 2 communications sur les thèmes importants pour notre Union ainsi que pour nous-mêmes et notre compréhension des enjeux qui leur sont liés, à savoir 1. Communication sur la problématique de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union. Défis et perspectives. 2. Communication sur le programme régional de formation professionnelle, nouvelle dynamique de collaboration entre les acteurs régionaux. En raison de l'importance accordée à ces problématiques, 2 éminents experts du département chargé du développement humain de la commission de l'UEMOA sont avec nous à Cotonou pour nous entretenir sur leur contenu. Nous leur adressons tous nos remerciements pour leur constante disponibilité qui magnifie le bon partenariat entre les institutions et organes de l'Union. Cette deuxième session extraordinaire du CIP UEMOA a été également l'occasion pour présenter les députés du Parlement de transition du Burkina Faso à leurs collègues de l'Union.
On va rester avec les députés béninois qui étaient en atelier au menu de la rencontre, la relance post-Covid et la gestion des déchets. Ils seront appelés bientôt à légiférer en la matière et cet atelier est initié pour leur donner les instruments afin de mieux cerner tous les enjeux de la question. Reportage. Députés de la 8e législature et fonctionnaires parlementaires ont préparé à cet atelier de renforcement des capacités sur la relance post-Covid-19, respectueuse de l'environnement et de la gestion des produits chimiques et des déchets. Il s'agit d'un atelier organisé conjointement par l'Union interparlementaire et le Programme des Nations Unies pour l'environnement afin d'outiller les parlementaires béninois qui auront à légiférer en la matière. En organisant le présent atelier, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union interparlementaire entendent mieux outiller le milieu parlementaire sur la reprise post-Covid-19, respectueuse de l'environnement et la gestion des produits chimiques et des déchets. C'est pourquoi, au cours des travaux de cette journée, il sera minutieusement évalué les forces et faiblesses de la dite proposition de loi et analyser les difficultés qui pourraient entraver sa mise en œuvre. L'opportunité nous est donc donnée au cours de cet atelier pour formuler des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de cette proposition de loi. Chers collègues, mesdames et messieurs, la présence parmi nous du directeur de la communication et de la sensibilisation du bureau régional du Programme des Nations Unies pour l'environnement pour l'Afrique et par visioconférence d'un représentant du secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et du directeur du développement institutionnel et des affaires juridiques au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique du Burkina Faso constitue une occasion pour nous d'échanger sur l'expérience d'autres pays dans le domaine de la relance post-Covid-19, respectueuse de l'environnement. Plusieurs communications ont meublé cet atelier qui aura permis de donner aux députés béninois les instruments pour prendre des textes de loi qui seront utilisés par l'exécutif béninois pour opérer une relance post-Covid-19 respectueuse de l'environnement et une bonne gestion des produits chimiques et des déchets. Autre sujet à présent, les conflits observés ces dernières années entre éleveurs et agriculteurs seront bientôt réglés. En tout cas, un début de solution a été enclenché cette semaine à travers une séance de retraite regroupant les différents acteurs du domaine. Elle porte sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux. Les précisions sont avec Nassis Alossé. Si votre moto elle est volée, vous allez faire une déclaration à la police, vous nous apportez la déclaration, la moto. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procère en sapeurs-pompiers suite au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Dans le département du Mono, situé au sud-ouest du Bénin, les responsables de ce projet réunissent les principaux acteurs pour débattre de la question. De temps en temps, il y a bagarre entre les agriculteurs et les éleveurs. Et je ne veux pour preuve actuellement une situation qui s'est produite dans Huogbe où il y a eu querelle entre les éleveurs et les agriculteurs au point où l'agriculteur se trouve aujourd'hui à l'hôpital parce qu'il a reçu des coups de machette. Face au bilan macabre enregistré ces dernières années sur les espaces pastoraux au Bénin, il faut arrêter la saignée de cette retraite. Les responsables du procès y sont surtout venus pour jeter les bases juridiques du règlement définitif d'un conflit aux victimes non négligeables. Nous avons voulu échanger avec vous par rapport à la délivrance des ADC, des attestations de détention coutumière, pour permettre à ces éleveurs-là qui sont comme des étrangers à certains endroits de pouvoir se sentir chez eux, puisque la plupart d'entre eux
vivent dans ces communes-là depuis un moment. Certains ont acquis des terres et où on le leur a donné. En somme, aider les éleveurs à avoir des documents devant leur permettre de sécuriser leurs terres et donc de mener leurs activités en toute quiétude. Le travail se fera avec l'Agence nationale de domaine du foncier qui apportera son expertise. Cofinancé par l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants vise à sécuriser les espaces pastoraux. De leur côté, les responsables de la société M-Auto étaient face à la presse vendredi dernier à Cotonou, occasion pour eux de présenter leur nouveau produit. Il s'agit de la moto électrique Commando qui sera lancée demain lundi au Bénin et au Togo. Le point avec Ingrid Day et Mofit Sagouan. Si votre moto elle est volée, vous allez faire une déclaration à la police, vous nous apportez la déclaration, la moto elle sera automatiquement et à distance en fait bloquée. De nouvelles innovations chez la société M-Auto. Dénommée Commando, cette nouvelle moto électrique de meilleure qualité, ici dévoilée aux professionnels des médias, sera mise sur le marché béninois et togolais dès le lundi 26 septembre 2022. Cette conférence de presse est également l'occasion pour les responsables de présenter au public les nouvelles couleurs des motos électriques scooter Chap-Chap qui décorent la circulation depuis quelques mois déjà. Je pense que ce qui est très important à mentionner en ce moment, c'est que, de un, pour M-Auto, il est très important de créer un environnement, une plateforme où on arrive à échanger avec vous, tant que partenaire, tant que média, sur tous les sujets en relation avec la mobilité électrique sur le continent, mais aller même plus loin et parler de tout ce qui est environnement et protection de l'environnement, la préservation de l'environnement pour les générations futures. Ça fait déjà 3 mois que nous prenons des bookings, des commandes de la Commando. Et aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer qu'à partir de lundi prochain, on va commencer les livraisons. On a des centaines de motos qui seront livrées. La société M-Auto a désormais à son actif 3 différents modèles de motos électriques 100% assurées. Adaptées aux différents types de climat de l'Afrique de l'Ouest, ces motos sont plus économiques, plus écologique, avec plus de couleurs et accessible à toutes les bourses. D'une durée de vie d'au moins 10 ans, la nouvelle moto Commando est vendue à 1 170 000 francs CFA au comptant, avec la possibilité d'achat à crédit, à payer suivant un calendrier moins contraignant et bien défini. Pour une fois, nous pouvons tous être fiers de dire que cette révolution électrique que nous voulons sur le continent africain, elle part d'ici, d'Afrique de l'Ouest. Et d'Afrique de l'Ouest, nous sommes déjà la plus grande plateforme de mobilité électrique du continent africain avec plus de 2000 véhicules qui circulent tous les jours entre Cotonou et Lomé. Et je peux déjà vous dire que depuis entre début juin et aujourd'hui, nos véhicules ont déjà parcouru plus de 2,5 millions de kilomètres propres, sans émissions de carbone, sans émissions de fumée, sans émissions de particules fines. Et ça, c'est important en fait. Les échanges ont également tourné autour de la réparation et la révision de ces motos électriques. Les responsables de M-Auto rassurent déjà sur la question du vol, puisque ces dernières sont dotées d'un système de sécurité performant. Des mécaniciens sont aussi en formation pour s'occuper de ces motos électriques en cas de panne. Toujours dans l'actualité, une vingtaine d'entrepreneurs locaux bénéficient d'une refonte de l'identité visuelle de leurs différents produits et services. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois du consommant local. Les étudiants de Africa Design School de Seme City, associés à cette initiative, ont suivi un atelier pédagogique une semaine durant. La séance de restitution a eu lieu ce vendredi. Le point avec Teddy Goudalo. Face à ces entrepreneurs, les étudiants de Africa Design School de Seme City présentent leurs travaux sur les identités visuelles et de conception de packaging de différents produits. L'élevage et la pêche étant les 2 domaines identifiés dans le cadre de cet exercice, les promoteurs d'entreprises sélectionnés pour bénéficier du savoir-faire de ces étudiants sont fascinés par les diverses créations. Vraiment, je félicite l'élève. Le pouvoir qu'il a pu
pour cerner d'abord mon projet parce qu'il doit pouvoir cerner avant de me donner le résultat qu'il vient de me donner. J'ai été vraiment satisfaite. Je dis un sincère merci à toute l'école, à ses professeurs et puis également au ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci. Un projet de cette envergure-là nous apporte beaucoup en tant que designer particulièrement parce que ça accroît notre expérience. Et c'est un plaisir également de pouvoir aider ces entrepreneurs-là à développer leur identité visuelle. La séance de restitution précède l'atelier pédagogique lancé le 19 septembre dernier. Dans le cadre du mois du consommation local qui s'annonce courant le mois d'octobre. L'année dernière, ils avaient déjà cette habitude de travailler sur de réelles problématiques d'entreprise. Donc ce workshop a été mis en place justement dans le cadre du mois du consommation local qui va se dérouler bientôt. Et 20 étudiants de 3e année en design graphique ont été mobilisés pour accompagner une vingtaine d'entrepreneurs locaux dans l'agro-tech, l'agroalimentaire, pour justement les accompagner dans la refonte et le développement de l'identité visuelle, des identités visuelles, des chartes graphiques, la réalisation de chartes graphiques et de packaging justement pour rendre compétitifs leurs produits. Nous sommes conscients qu'une partie du problème vient de la présentation des produits. Si on considère que la qualité est réglée, que les différentes agences que le gouvernement a mis en place font leur travail, que le contrôle qualité fonctionne, souvent quand vous allez aller dans les rayons, vous allez tomber sur des produits étrangers. Vous allez avoir des produits locaux, à prix égal. Parfois, vous prenez ce produit étranger parce qu'il est mieux présenté, tout simplement. Parce qu'il est mieux designé, parce qu'il est mieux packagé, parce qu'il est plus joli, parce que vous pouvez le mettre dans votre valise plus facilement, parce que vous pouvez l'offrir à quelqu'un plus facilement. Avec la capacité de ces jeunes designers à pouvoir donner de la valeur aux produits et services d'entreprise, les entrepreneurs béninois peuvent donc se rassurer de l'écoulement de leurs produits au plan local et même à l'international. Éducation, à présent, la rentrée scolaire 2022-2023 a démarré depuis lundi dernier. Une semaine après, le complexe scolaire Clé de la Réussite sacrifie à l'une de ses traditions. Il s'agit de la distinction des meilleurs écoliers au titre de l'année écoulée. Ils ont reçu à cet effet des kits de fourniture scolaire jeudi dernier. Action Kanye, Action Bon, reportage. La distinction des élèves est une tradition au complexe Clé de la Réussite qui a encore primé les meilleurs de l'école primaire. À l'occasion et sur le site de Ménotin à Cotonou, une trentaine d'écoliers qui ont réussi au cours de l'année scolaire précédente à exceller. En recevant des mains de la directrice de l'école primaire et du fondateur directeur général du complexe, les kits, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la Réussite du professeur Omer Despoints à Dandédian. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la Réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence depuis les cours primaires. Ces bénéficiaires ont réussi chacun à obtenir la moyenne d'au moins 15 sur 20. Cet engagement de la part de ces apprenants a réjoui le fondateur directeur général Omer Adandédian à leur offrir ces kits en guise d'encouragement. La directrice de l'école primaire Blandine Adandédian Chokodo s'en félicite. Au complexe Clé de la Réussite, les meilleurs élèves des classes intermédiaires CI, CP, CE2, CM1, passant en classe supérieure avec une moyenne au moins égale à 15 sur 20, ont droit à des kits scolaires. Nous estimons par ce geste symbolique encourager nos meilleurs écoliers et semer en eux les germes et le goût de la réussite dans une saine éducation. Comme chaque année, l'excellence est toujours visée. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence
comme en témoignent les résultats incomparables obtenus aux examens nationaux 2022, notamment au CEP, où nous avons encore obtenu 100% comme d'habitude depuis la création du complexe clé de la réussite. Avec 5 de nos élèves qui se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. Avant la cérémonie de remise, une messe a été dite par le père Wilfried Moussavi. Il estime que commencer la rentrée par une messe d'action de grâce est un signe de confiance en Dieu. Le prêtre exhorte les apprenants du complexe à rester fermes dans leurs études. Il les invite alors à faire l'essentiel pour leur réussite. Et c'est le Rotary International Club Cotonou-Palmier qui fait l'essentiel pour la réussite de 50 apprenants du primaire et du secondaire dans la commune de Tofo. Cette organisation non à but non lucratif a offert des kits de fourniture pour contribuer à relever leur rendement scolaire. Ces apprenants, ce sont en réalité des enfants démunis et orphelins pris en charge par l'ONG Savoie Universelle. Le reportage est signé William Cliquant. Des écoliers et élèves de Adjaho, dans la commune de Tofo, heureux d'accueillir la délégation du Rotary International Club de Cotonou-Palmier, venue à eux les bras chargés. Ces apprenants en situation difficile, à charge de l'ONG Savoir Universelle, reçoivent ainsi tout le nécessaire pour une année scolaire 2022-2023 réussie. Nous venons aujourd'hui pour vous apporter, vous, nos enfants, du matériel scolaire qui va vous permettre d'aller à l'école et de réussir l'année scolaire pour devenir demain de grandes personnes. Des grandes personnes aussi qui vont penser à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous avons apporté 50 kits scolaires de la maternelle au CM2 et puis de la 6e à la classe de première. Nous avons aussi pensé venir avec une maudite somme de 150 000 pour participer aux frais scolaires des enfants dont les parents ne peuvent pas payer les frais scolaires. Ces kits scolaires contiennent comme d'habitude, ce dont on a besoin pour aller à l'école, pour étudier, à savoir des bics, des crayons, des vrais dessinateurs, des cahiers, des livres, des boîtes de couture. Les autorités locales et les responsables de l'organisation non gouvernementale, reconnaissant, promettent l'encadrement nécessaire pour un rendement scolaire à la hauteur de ce geste du club service. Nous n'avons pas deux mots que de vous dire merci. Infiniment merci pour votre geste de solidarité, d'amour. Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 27, que la religion pure, c'est celle qui va vers les orphelins. Et c'est cela que vous venez de démontrer. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos actions. Ce don de kit scolaire à Adjaho est la deuxième action d'une série de 3 entamée à Abomey-Calavi au profit des couches vulnérables, notamment les enfants, en ce début d'année scolaire. On va finir dans le même chapitre éducation avant d'ouvrir le plateau invité dans le département du Mono. L'ONG Matayara vole au secours des écoliers et élèves en situation de vulnérabilité. Cette organisation, connue pour son engagement humanitaire, a fait don de fournitures scolaires aux enfants de la commune de Lokossa dont les géniteurs ne sont plus en vie. Nassis Alossé. Chargé de fournitures scolaires, les responsables de l'organisation non gouvernementale Matayara renouvellent ici un projet cher à eux et dénommé Wihome. Les bénéficiaires ici, ce sont des écoliers et élèves des établissements implantés à Lokossa. Victor Hugo disait que celui qui ouvre les portes de l'école à un enfant lui ferme les portes de la prison. Par ce projet, nous espérons donc contribuer à construire des enfants plus épanouis, une future jeunesse et relève de qualité au service de notre pays, une société plus sûre et saine
où les circonstances et l'imprévisibilité de la vie ne sont plus une raison de déchéance et de perte de repères de nos enfants. C'est la 4e édition de ce projet holistique par lequel Hermione Adjovi et ses compagnons vont chaque année au chevet de l'enfance malheureuse. Et le lot de kits scolaires remis est composé de ceux dont tout apprenant a besoin pour faire face aux activités académiques. Nous ne tenons pas ma voix à remercier le donateur et prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant à le bénir et le lui rendre au centuple. Dans cet engagement, Matayara bénéficie du soutien d'une association spécialisée dans la promotion de la culture et l'ONG Sœur ODS Mbutu d'Imelda Wadani. L'ONG ODS Mbutu a accepté et accompagné ce projet de Wehome parce que ce projet épouse notre vision, en fait la vision de l'ONG ODS Mbutu. Donc au cours de cette année scolaire, je vous invite, chers amis, à bien étudier pour que l'année prochaine, nous puissions nous revoir ici. Et c'est déjà une joie pour nous de compter sur vous pour les années à venir, pour que, au-delà de ce que vous faites pour la scolarisation des enfants, nous puissions ensemble aussi les occuper pendant les vacances, pour qu'ils puissent passer aussi des vacances saines et développer les talents artistiques et qu'ils ont en eux. Contribuer à assurer une éducation de qualité aux enfants en situation de vulnérabilité. C'est le but du projet Wehome, conçu et mis en œuvre depuis 2019. Outre l'assistance, ce projet prévoit le parrainage de cette couche sur un cycle de 5 ans. Donc, lorsque nous prenons des enfants dès le début, nous les gardons sur 5 années. Et donc, pour un début, j'ai pensé commencer par l'Okosa parce que c'est la ville qui m'a vue, qui m'a construite en quelque sorte. Et donc, c'est une sorte de retour à la société qui m'a vu grandir. Voilà, c'est ce pourquoi nous avons choisi l'Okosa. L'Okosa, point de départ donc d'une croisade pour la promotion de l'excellence au sein de la famille des enfants en situation difficile au Bénin. Les responsables de l'ONG Matayara vont étendre leurs actions vers d'autres localités du pays dans les années à venir afin d'assurer l'épanouissement à l'enfance malheureuse au Bénin. C'était le point de l'actualité chez vous, mesdames et messieurs. Dans la suite de notre programme, c'est la page invitée que nous allons ouvrir dans un court instant. Le premier invité qui sera avec nous, c'est bien Brice Fagbemi. Il est le président de la commission de la coopération et des relations avec les institutions et membre du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Notre entretien, c'est juste après la pub. Plus que 4 mois pour profiter de la loi des finances 2022. Venez acheter votre voiture neuve et profitez de prix exceptionnels. Offrez-vous la Toyota Rush de 7 places à partir de 12 900 000 francs CFA net et 3 ans de garantie. Nous vous attendons à CFAO Motors du lundi au vendredi de 8h à 17h30 sans interruption ou appelez-nous au 53 04 78 06. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Plus que 4 mois pour profiter de la loi des finances 2022. Venez acheter votre voiture neuve et profitez de prix exceptionnels. Offrez-vous la nouvelle Toyota Starlet à partir de 8 500 000 francs CFA net et 5 ans de garantie. Nous vous attendons à CFAO Motors du lundi au vendredi de 8h à 17h30 sans interruption ou appelez-nous au 53 04 78 06. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est une équipe de 8 membres conduite par le maire Angelo Arwandjiron qui constitue le conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Elle a été officiellement installée le 12 septembre dernier par le préfet de l'Atlantique. Mais c'est dans quelles conditions ces membres ont-ils été installés ou élus? Tout s'est-il déroulé dans les règles de l'art? Nous en parlons avec le président de la commission de la coopération et des relations avec les institutions, M. Brice Fagwemi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes également membre du conseil de supervision d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi l'installation du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi suscite tant de polémiques? Monsieur le journaliste, je vous remercie d'ailleurs pour votre invitation. Merci. Vous voyez, je tiens à vous rappeler qu'on est en démocratie. C'est de bonne guerre puisqu'on est en politique. C'est de bonne guerre puisqu'on est en politique. Et ce qui s'est passé au cours de l'installation, c'est un jeu politique. Donc, je ne suis pas là pour accuser X ou Y. C'est vraiment de bonne guerre. Et puis, le plus important, c'est que le conseil de supervision a été installé et on continue dans la bonne logique. Alors, vous êtes l'un des 4 présidents des commissions permanentes, membres du conseil de supervision, aux côtés donc, du maire et ses adjoints. Alors, comment avez-vous été élu ou désigné avant d'être installé? Nous avons été désignés par nos partis politiques. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans tout le Bénin. Ce n'est pas qu'à Abomey-Calavi seulement. Je vous rappelle qu'au cours des élections passées, c'est l'Union progressiste qui est sorti vainqueur dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc, l'Union progressiste a désigné les 4 présidents, envoyé les noms aux acquis de droit et le préfet est passé pour l'installation. Les conseils FCBE et le bloc républicain, qu'est-ce qu'ils reprochent donc, à la procédure adoptée par le préfet de l'Atlantique? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dès le début, dans l'entame, on est en politique et il n'y a pas une loi pour Abomey-Calavi. Ce qui s'est passé à Calavi, c'est ce qui s'est passé à Soava, c'est ce qui s'est passé à Porte-Nouveau, à Tchoumi-Tchoumi, à Mahanville et partout. Donc le préfet est venu installer les présidents désignés. C'est de bonne guerre, on est en politique. D'accord. En fait, ils ont exigé le respect de l'article 93 de la loi 2021-14 du 21 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin qui a retenu la formule de l'élection pour les présidents des commissions. Alors, est-ce que cette disposition a été respectée? Monsieur le journaliste, je pense que ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Hein. Ce qui s'est passé à Calavi, je le redis, ce n'est pas de répéter les mêmes choses. C'est ce qui s'est passé un peu partout et c'est ce qui a été retenu. Puisque Abomey-Calavi ne pouvant pas faire autre que les autres communes, ce que le préfet ce que vous avez vu à Calavi, c'est ce qui est passé partout d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a des voies légaux pour se faire entendre. Donc je prie les collègues conseillers d'emprunter ces voies-là. D'accord. Est-ce que le conseil communal a été associé à la procédure qui a été adoptée? Ce qui est retenu après la convocation du message radio du ministre de la décentralisation, on a été convoqué par le maire Angelo Arwandjiron et la désignation a été lieu sous notre tutelle, le préfet de l'Atlantique. C'est ça. D'accord. Le conseil de supervision, c'est un organe important, hein, un appareil décisionnel donc, au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Alors, quel est son rôle? Le conseil de supervision est installé par le préfet et c'est la suite, comme je vous l'avais dit, du message radio du ministre de la décentralisation. Avant de revenir à votre question, je tiens à remercier un grand homme, le chef de l'État, le président Guillaume Patrice Talon,
qui, dans son message d'investiture, avait déjà annoncé tout ce que nous voyons aujourd'hui, les réformes dans presque tous les domaines. Et le conseil de supervision n'est rien d'autre que l'accouchement des réformes dans le secteur de la décentralisation. Donc cela constitue, le conseil de supervision a, si j'ai la mémoire, 3 rôles. Il y a ça le rôle de, je pense, le conseil de supervision a pour objectif de contrôler les actions du SE, du secrétaire exécutif. C'est par là que je tiens, comme je l'avais dit, à remercier le chef de l'État, puisque à entendre tout ce que les gens disent, c'est à croire que avec l'arrivée du secrétaire exécutif, que les dirigeants, les élus de la commune n'ont plus le mot à dire. Ils sont dépouillés de tout. C'est vraiment faux. Avec le conseil de supervision, aujourd'hui, nous sommes là pour contrôler tout ce qui est fait par les directeurs centraux, c'est-à-dire ceux qui sont tirés dernièrement et le secrétaire exécutif. On est là, on a un rôle de contrôle, je vais dire, pour pouvoir mettre les choses dans les règles de l'art. Alors, vous êtes membre d'une équipe de 8 membres, présidée par le maire, donc Angelo Amadjono. Quelle est la feuille de route donc, de cette équipe? On n'a qu'une feuille de route que de rester dans la droite ligne du gouvernement, de la ligne qui est tracée par le gouvernement. On est là qu'à suivre cette ligne. Et c'est le développement, après tout. C'est le développement de la commune d'Abomey-Calavi qui est d'actualité. Quels sont les défis aujourd'hui? Parce que vous savez que les populations attendent beaucoup de vous avec la réforme donc, dans le secteur de la décentralisation et l'installation de ce conseil. Quels vont être les défis auxquels vous devez faire face? Le conseil de supervision. Je pense que en matière de défis, depuis notre installation du conseil communal en 2020, le maire Angelo Arwandinou, que je remercie de passage, avait déjà institué un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de défis à relever qu'il a déjà commencé. On aura juste qu'à poursuivre la route tracée par le maire, aux côtés bien sûr du secrétaire exécutif. Alors on parlait donc des secrétaires exécutifs. Quelle va être la nature des rapports que le conseil de supervision doit avoir avec le secrétaire exécutif, au-delà donc du contrôle donc, de ces actions? On aura une bonne collaboration, puisque on est tous là pour le développement de la commune. Je vais emprunter les propos du maire qui dit que chacun occupera sa place, toute sa place, mais rien que sa place pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Alors, à quoi est-ce que les populations doivent attendre de vous aujourd'hui? Vous avez été installé, ça fait une responsabilité de plus. Je pense que tout individu vivant à Calavi aujourd'hui, en se levant de son lit, doit prier pour que nous ayons les ressources adéquates pour le développement de la commune. Et c'est par là que je passe par votre canal pour exhorter les populations de la commune d'Abomey-Calavi à payer les impôts. Parce que sans les ressources, on ne peut pas développer la commune. Je vous remercie. D'accord. Quel est votre message à l'endroit des autres conseillers également avec qui vous êtes obligés à travailler? Je leur demande tout simplement de revenir à la maison. On n'a qu'une seule maison, c'est la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est ensemble que le défi sera relevé. C'est ensemble qu'on est fort. Je pense qu'ils n'ont qu'à revenir à la maison pour qu'on puisse entendre pour le développement de cette commune, Abomey-Calavi. Merci. Merci à vous, M. Brice Fagbemi, président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions et membre du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Merci pour ces précisions et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons parler à présent éducation avec ses défis pour l'année scolaire 2022-2023 qui a démarré depuis lundi dernier. Celui avec qui nous allons en parler, c'est le président du patronat des établissements secondaires privés du Bénin qui sera avec nous sur ce plateau juste après ceci. Plus que 4 mois pour profiter de la loi des finances 2022. Venez acheter votre voiture neuve et profitez de prix exceptionnels. Offrez-vous la nouvelle Toyota Starlet à partir de 8 500 000 francs CFA net et 5 ans de garantie.
Nous vous attendons à CFAO Motors du lundi au vendredi de 8h à 17h30 sans interruption ou appelez-nous au 53 04 78 06. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Plus que 4 mois pour profiter de la loi des finances 2022. Venez acheter votre voiture neuve et profitez de prix exceptionnels. Offrez-vous la Toyota Rush de 7 places à partir de 12 900 000 francs CFA net et 3 ans de garantie. Nous vous attendons à CFAO Motors du lundi au vendredi de 8h à 17h30 sans interruption ou appelez-nous au 53 04 78 06. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure démarrée depuis 13 heures. Je vous rappelle que dans une quinzaine de minutes, nous allons passer en revue quelques sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine avec l'invité média. Mais en attendant, on va parler de l'année scolaire avec le président du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Monsieur Darius Aouredji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, dans quelles conditions les établissements scolaires privés ont-ils effectué la rentrée lundi dernier? Et merci pour avoir donné cette occasion de parler des écoles privées à cette rentrée scolaire. Alors, pour les conditions, je vais évoquer seulement que 6 aspects. Le premier aspect, c'est que les privés ont commencé la rentrée avec des difficultés d'enseignants dans nos écoles, et qui nous souviennent que l'État a lancé maintenant le recrutement des enseignants dans le public, que ce soit au niveau de la maternelle, du primaire ou du secondaire. Alors du coup, il y a certains enseignants que nous avons déjà recrutés dans nos écoles et qui sont partis. Là, ça crée des difficultés d'enseignement. Alors, je rappelle qu'entre-temps, depuis un moment, les écoles normales d'instituteurs ne sont plus fonctionnelles. Donc, surtout dans le primaire, le problème se fait sentir très sérieusement. Ensuite, deuxième élément, il y a certains établissements qui ont eu un accroissement des effectifs, mais ils ne sont pas nombreux, rendons grâce à Dieu. Mais par contre, d'autres, la plupart ont eu des effectifs qui ont baissé. Cela s'explique. Il y a beaucoup de parents qui, dans les conditions actuelles, préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles publiques et les collèges publics. Donc, cela crée un problème. Nous avons aussi les effectifs qui baissent en général. Ça, c'est dans tout le système. Comme je le disais tout à l'heure, avec les difficultés économiques, beaucoup de parents préfèrent enlever les enfants des écoles privées et les envoyer dans les écoles publiques. Est-ce que cela n'est pas dû peut-être aux réformes engagées par le gouvernement qui fait que pratiquement il n'y a plus de grève donc, dans le public? Oui, il n'y a plus de grève, nous allons revenir sur ça encore, mais il n'y a pas que les grèves qui déterminent l'inscription des parents des enfants dans les écoles privées. Il y a d'autres éléments, nous allons revenir encore sur ça après. Mais quand nous parlons des conditions, je voudrais dire aussi qu'en quatrième position, qu'il y a les concurrences déloyales qu'on constate entre nous, promoteurs privés,
C'est vraiment dommage. Il y a des collèges et écoles privées qui ne sont pas autorisés, qui pratiquent ce qu'on appelle le système du dumping. C'est-à-dire qu'ils baissent les coûts, les frais de la scolarité pour attirer les autres. Cela crée un problème sérieux. Et il y a d'autres systématiquement qui dénigrent d'autres écoles, d'autres collèges. Et c'est vraiment dommage. Donc nous constatons cela, qu'entre nous déjà, promoteurs privés, il y a ces méfaits que nous constatons et c'est vraiment dommage. Alors comme autre condition dans lesquelles la rentrée a commencé, nous constatons cette année qu'il y a une lueur de partenariat entre le public et privé, surtout dans le domaine de l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'État n'arrive pas à recaser tous les demandeurs d'élèves qui voulaient s'inscrire dans les lycées techniques publics. Donc l'État est en train de voir dans quelle mesure il peut transférer, envoyer ces demandeurs d'inscription dans les écoles, dans les collèges publics, les envoyer un peu dans les privés. Donc on en avait parlé, on avait demandé, on avait sollicité cela, mais c'est fait que cette année, cela commence déjà à être un élément très intéressant. Alors, dernier élément, c'est que nous constatons avec plaisir dans l'enseignement technique de formation professionnelle que l'arrêté portant création de nouveaux collèges a été signé depuis juin 2022. Ce qui fait que déjà, on connaît quels sont les collèges privés qui sont autorisés. Donc, les parents doivent s'informer avant d'inscrire leurs enfants dans ces collèges-là. Parce que les années antérieures, c'était un problème sérieux et les collèges non autorisés ouvraient les écoles et cela créait un problème. Donc c'est une avancée terrible cette année au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. D'accord. La pluie que nous avons vue lundi dernier, jour de la rentrée, et qui a même qui n'a pas permis à certains élèves d'accéder à la salle de classe dans certaines écoles. Est-ce que la période de la rentrée, elle est indiquée? Dans le privé, non, les conditions naturelles ne perturbent pas pour autant les collèges et établissements privés. Pourquoi? Parce qu'en général, pour être autorisé, il y a une commission de l'État qui va voir les conditions, le site, l'environnement, avant d'autoriser les écoles privées. Donc, en fait, je douterais que des établissements scolaires privés soient dans les conditions telles que la nature les empêcherait de bien effectuer la rentrée. D'accord. Parlant du déficit d'enseignants, cette fois-ci c'est mieux, non? Parce que auparavant ça se faisait en pleine année scolaire, ce qui crée des difficultés au niveau du privé. Oui, en fait, le déficit des enseignants, j'en avais parlé en introduction, ce qui aurait été intéressant, c'est que l'État devrait prendre toutes les dispositions pour recruter ces nouveaux enseignants en juin. Faire les affectations, recruter les enseignants en juin, de sorte que nous, privés, nous pouvons avoir la main de recruter ceux qui n'ont pas été engagés par l'État et voir comment les former. Mais déjà à cette date, imaginez un peu à cette date, nous sommes au mois de septembre, bientôt fin septembre, que certains collèges, certaines écoles continuent de chercher de nouveaux apprenants. Ça pose un problème, parce que déjà pendant les vacances, nous formons les nouveaux que nous recrutons. Nous les formons et nous leur expliquons les conditions dans lesquelles ils devraient fonctionner dans nos écoles. Que déjà en septembre, cela pose un problème. Et c'est vraiment dommage, puisque nous avions déploré le phénomène plusieurs années durant. Déjà avant, même c'était jusqu'en décembre ou janvier de l'année en cours qu'on constatait. Maintenant que cela soit, c'est intéressant. Alors ce que nous allons demander, c'est que une fois que le Conseil national de l'éducation est à cheval sur une bonne préparation de la rentrée, il serait intéressant que les structures étatiques voient dans quelle mesure ils pourraient recruter les nouveaux enseignants en juin pour éviter les problèmes que nous constatons dans les écoles privées. Alors, au sujet de la délivrance des factures normalisées aux parents d'élèves et le paiement des impôts, quelle est la situation dans les écoles privées? En fait, la question d'impôt est une question très importante. Et la facture normalisée ne se pose pas comme problème qu'aux établissements scolaires privés. Il y a même les entreprises qui ont commencé avant nous, qui ont des problèmes. Alors nous sommes en négociation avec les structures étatiques pour qu'on voit dans quelle mesure régler ces problèmes. Le problème ne se pose pas
en termes de la volonté des fondateurs d'écoles privées. Les écoles privées sont disposées à payer les impôts. Donc la question fondamentale réside au fait que quel est le régime à appliquer. Alors là, lorsqu'il arrive des fois, on compare les écoles privées aux entreprises commerciales sur certains aspects, ça nous crée des problèmes. Maintenant, ces éléments-là, ce n'est pas ici de les évoquer. Il y a des niveaux plus importants où on va les évoquer pour échanger avec les autorités étatiques sur la procédure, le régime fiscal à appliquer. Nous sommes en négociation et je pense qu'au moins opportun, les négociations seront portées à la connaissance de tout le monde. Bien sûr, je parle des résultats en ce sens-là. Voilà. Alors, il y a quelques années, le patronat exprimait ses inquiétudes par rapport à la qualité du système éducatif béninois. Aujourd'hui, quelle est l'appréciation que vous en faites? Oui, les inquiétudes demeurent, malgré tout ce que les réformes, surtout l'acharnement avec lequel le Conseil national de l'éducation est en train de mettre en place des réformes pour un système éducatif performant au service du développement. Donc, malgré tout cela, il y a quelques préoccupations qui restent. Alors, quand je prends par exemple la question de la performance, nous, promoteurs privés, les écoles privées, qui nous souviennent que c'est dans nos écoles, dans nos collèges, qu'on constate les meilleurs résultats au niveau national. Alors, l'enseignement qui devrait être au service de développement, l'État a la volonté de le faire, mais l'État n'a pas aujourd'hui tous les moyens pour le faire. Et c'est pour ça que la question du partenariat dont nous avions parlé au début, qui est en train de se mettre en place, soit un partenariat qui soit renforcé pour permettre au moins d'accroître l'offre de la formation technique et professionnelle. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans la formation technique et professionnelle. L'État a constaté qu'il y avait une prévalence de l'enseignement général sur l'enseignement technique. Et l'État veut renverser la tendance, c'est-à-dire qu'il y a 70% de l'enseignement technique et 30% de l'enseignement général. Mais dans ce cas, avec les conditions actuelles, l'État peut faire appel aux privés qui sont prêts à aider et à atteindre cet objectif-là. Donc voilà un peu du point de vue du système éducatif. Voilà ce que disons pour quand même pouvoir passer à l'amélioration. Quelle est la contribution que les écoles privées apportent-elles au rayonnement du système éducatif béninois? D'abord au niveau de l'offre. Au niveau de l'offre est très intéressante. Et puis il faut constater qu'au Bénin, nous avons assez d'engouement des privés, que ce soit des personnes physiques ou morales, au système éducatif à l'enseignement. C'est un engouement qu'il faut canaliser, un engouement qu'il faut ordonner, un engouement qu'il faut suivre pour que les objectifs visés soient atteints. Sinon, si l'État ne prenait pas les dispositions pour suivre cet engouement-là, ce que nous refusons peut intervenir. Parce qu'il est vrai, lorsque l'État contrôle ce que fait le privé, ce que font les promoteurs, cela peut contribuer forcément à l'amélioration des résultats. Donc, cet engouement a contribué à l'accroissement de l'offre de la part des privés, qu'ils soient privés physiques ou moraux. C'est un engouement qu'il faut canaliser, qu'il faut ordonner, qu'il faut orienter pour éviter les questions de concurrence déloyale, pour éviter le fait que n'importe qui peut s'installer n'importe où, dans la mesure où il y a une carte scolaire. La carte scolaire permet d'évaluer, de voir où il y a les besoins, où il faut quand même installer telle école ou telle école pour éviter les questions de concurrence déloyale dont nous avons parlé plus haut. Alors, quelles sont les performances enregistrées par les écoles privées aux derniers examens de fin d'année scolaire? Dommage, je ne suis pas venu avec les statistiques ici. Oui. Je ne suis pas venu avec les statistiques, mais d'une manière générale, que ce soit au niveau du CEP, au niveau du BEPC, au niveau du baccalauréat, plusieurs personnes ont déjà évoqué la situation sur vos plateaux ici. Les écoles, les collèges privés ont les meilleurs résultats du point de vue pourcentage global et du point de vue le nombre d'admis dans les écoles privées. Sans les écoles privées, sans les établissements scolaires privés, le taux national que nous avons eu n'aurait pas été ce que nous avons maintenant. Il y a le président de l'ONG Jour des Premiers, M. Nana, qui plusieurs fois sur vos plateaux a présenté les performances des écoles privées sur vos plateaux ici. D'accord. Alors, pour le compte de l'année scolaire qui vient de démarrer, quels sont pour vous les défis auxquels le gouvernement doit répondre?
Les défis pour lesquels le gouvernement doit répondre sont de plusieurs ordres. D'abord, du point de vue cadre d'échange entre les promoteurs privés et le gouvernement, il est temps que l'État mette en place un cadre d'échange entre les privés et le public, à la structure étatique. Parce que lorsqu'on voit les privés et ce cadre comme un cadre revendicatif, non, il n'y a pas que ça. Le cadre peut favoriser, permettre d'échanger sur les questions de la performance, sur les questions de la politique même de l'État en matière de l'éducation. Et là, la contribution des promoteurs privés, que ce soit au niveau de la maternelle, du primaire ou du secondaire, serait très très intéressante. Donc en fait, le défi auquel il fait face, c'est qu'il faudrait quand même penser à la mise en place de ce cadre-là qui pourrait vraiment aider à cela. Il y a aussi la question des conditions de travail, les obligations des promoteurs privés. Alors, lorsque ces conditions sont étudiées, évaluées, là, on pourra voir dans quelle mesure il faudrait quand même voir comment les écoles peuvent intervenir. Mais il y a aussi quelque chose que nous aurons souhaité, c'est qu'il faut un échange réel sur l'intervention des privés dans le système éducatif, opportunités et difficultés. C'est un thème très important qu'il faut quand même soumettre, étudier, voir. Les privés, depuis 1990, interviennent dans le système éducatif jusqu'à présent. Aujourd'hui, il est urgent de faire un bilan national. Et ce bilan national ne serait rien d'autre que les opportunités qu'offrent les privés dans le système éducatif. Quelles sont les opportunités? Quelles sont les difficultés? Et voir comment orienter les choses. Donc, en cette année 2022-2023, si déjà on pouvait penser à ça, ce serait très intéressant. Alors, la question d'harmonisation des frais de scolarité donc dans le privé est toujours agitée à chaque début d'année scolaire. Est-ce que le sujet fait objet de discussion au sein du patronat? Objet de discussion et aussi objet d'études. Il y a même des études qui ont été faites en ce sens-là, où on a identifié les zones urbaines, les zones périurbaines et les zones rurales, où on peut voir pourquoi les disparités d'une zone à l'autre. Et non seulement dans chaque zone, il y a encore des disparités. Donc dans ce sens-là, il y a déjà des réflexions en cours. Donc ces réflexions doivent s'orienter vers les études des facteurs, des disparités des frais d'écolage. Alors, en voyant les facteurs des disparités des frais d'écolage, il serait forcément aisé de voir dans quelle mesure on peut harmoniser. Et puis, la question de disparité n'est pas seulement qu'au niveau des privés. Même dans les collèges publics, il y a aussi des disparités. Quand je prends par exemple ce que paient les apprenants filles et les apprenants garçons, ce n'est pas la même chose. Et bien, de région à l'autre aussi, il y a également des disparités. Donc, ce n'est pas une question difficile à régler. Mais il faut quand même voir, comme je le disais, les facteurs qui contribuent à cette disparité-là. Mettre ceci sur une table, étudier et voir dans quelle mesure les régler. Donc ce n'est pas impossible. Alors, on va finir avec vos doléances, éventuellement, à l'endroit du gouvernement. Non, les doléances, c'est ce que nous disons tous les jours. Si nous devrons déjà parler de ce que nous avons évoqué sur le plateau, c'est tout à l'heure. Nous, d'abord, on va remercier le CNE qui est très préoccupé par les dispositions à prendre pour une bonne rentrée scolaire d'une année à l'autre. Alors, nous allons dire que cette procédure qui est enclenchée par le CNE continue et nous allons souhaiter que les structures étatiques prennent réellement les dispositions pour prévenir les recrutements en pleine année scolaire. Nous allons souhaiter également que, du point de vue les questions qui sont liées aux problèmes que nous avons dans le système éducatif, surtout pour les privés, que l'État prenne cela à cœur. Et nous aurons souhaité que la question des privés est une question de volonté politique des gouvernants. Parce que sans une véritable volonté politique des gouvernants, nous aurons beau poser les problèmes ne seraient pas traités d'une manière à fond. Donc, l'appel que nous lançons sur ce point-là, c'est que nous aurons souhaité que les gouvernants aient une volonté politique en ce qui concerne l'intervention des privés dans le système éducatif. Alors, comme ça, il serait facile
d'étudier les problèmes que nous posons, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'intervention des privés dans le système éducatif soit une intervention efficace et pour que les objectifs, la politique du gouvernement dans le système éducatif soient atteints. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas quand même terminer sans laisser un appel aux promoteurs que nous sommes. Oui, très rapidement. Alors, les promoteurs que nous sommes, d'abord, je souhaite une bonne rentrée à chacun de vous, chacun de nous ici. Et nous aurons souhaité que, entre nous-mêmes, nous puissions faire de sorte que nous puissions éviter les problèmes que nous posons ici. Et je voudrais leur demander aussi de répondre au courrier administratif, de fournir les statistiques comme il se doit, parce que les statistiques vont permettre à l'autorité de prendre des décisions fiables nous concernant. Sur cette condition-là, je pense que je souhaite quand même aussi que la rentrée, l'année scolaire soit bonne et que les résultats restent toujours performants à la fin de cette année 2022-2023. Merci beaucoup à vous, M. Darius Aouidji, président du patronat des établissements secondaires privés du Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. On va dire bonne journée à vous. Merci beaucoup et merci pour m'avoir invité sur ce débat-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne suite de l'émission pour vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand format, nous allons observer une pause de 5 minutes. Le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Asiongbon Kani Asiongbon. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Claude Alofa est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Les démissions et adhésions tous azimuts notées ça et là font noter au quotidien Fraternité dans sa parution de vendredi une pagaille monstre, une grosse pierre dans le marigot de la réforme du système partisan. Beaucoup l'auront compris, il ne se passe plus de jours sans l'annonce d'une démission d'un parti ou de l'adhésion à un autre. Pour le journal, il est cependant possible d'ériger des principes de base capables de dissuader davantage les velléités de transhumance politique. Ainsi, pour ce qui est des élus, notamment les députés, au-delà de la formule de la prise en compte des sièges arrachés dans les urnes pour la répartition du financement public aux partis politiques, il est impérieux comme ailleurs d'exiger que les élus démissionnaires des partis cèdent leur siège à leurs suppléants à tout point de vue. Ce préalable, ne serait-ce que pour ces militants de haute facture, est dissuasif, estime le journal. Pendant ce temps, Zachary Syriac Goudali, membre de la coalition de la rupture, renseigne l'autre vision, est un avant-gardiste de l'avènement du chef de l'État Patrice Talon au pouvoir en 2016 et depuis il n'a ménagé aucun effort pour rester fidèle à cette orientation politique qui fait de lui aujourd'hui un soutien conditionnel et incontournable du président de la République, aussi bien sur le plan national en général que dans la 6e circonscription électorale en particulier. Silencieux depuis un certain temps selon certains, le président Zachary Syriac Goudali a plutôt choisi, loin de tout entamar et de tout tapage, faire l'option de la discrétion. Et puis le matinal informait de la transmission au Parlement d'un projet de loi sur le code de procédure pénale. Pour précision, le communiqué du Conseil des ministres qui informe que la réforme proposée vise à conférer au président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. La priorité d'écrire que le président de la République est doté de pouvoirs exceptionnels. L'école béninoise a rouvert ses portes lundi et Fraternité y note de l'anxiété après l'euphorie et la quiétude des vacances. L'école béninoise ouvre à nouveau ses portes. Cette période crée chez de nombreux parents, enfants et bien d'autres membres de la société de vives inquiétudes qui viennent soutenir que le temps de la détente et de l'insouciance des vacances est révolu. Et pour une rentrée apaisée, rappelle l'autre vision, le gouvernement du président Patrice Talon a prêté une oreille attentive aux cris de cœur des partenaires sociaux
en prenant des décisions sociales salutaires au profit des enseignants, notamment au profit des aspirants au métier d'enseignement. En effet, il a fait une avance sur salaire d'un mois aux AME. Seulement, remarque le matinal, si élèves et enseignants ont repris dans la plupart des localités du pays, ce n'était pas le cas dans les communes de Zagnagnado, d'Atiémé, des Agégués et autres. Les apprenants de ces communes devront encore attendre plusieurs semaines avant de renouer avec le chemin des classes en raison de la montée des eaux qui a occasionné l'inondation de plusieurs écoles, montrant en gros titre une image d'élèves qui baignent dans l'eau dans certaines écoles de la ville de Cotonou. Fraternité relève que Dame Pluie dicte sa loi et personne ne s'en est sorti indemne. Les élèves tentent tant bien que mal de rejoindre leur salle de classe afin de s'installer. Bref, relate le journal, parents, élèves comme professeurs ont traversé la pluie pour parvenir sur les lieux. Du Conseil des ministres du mercredi, plusieurs décisions dont une intéresse l'économiste du Bénin. La transformation de l'Office national du bois, ONAB, en une Société nationale du bois, SONAB. Ceci au regard de la nature et du volume des activités, mais aussi des ambitions du gouvernement pour la filière. L'autre décision dont Fraternité parle, c'est de l'eau potable dans les robinets de Calavi, qui n'est qu'une question de temps. Le gouvernement de la rupture va bientôt passer de la parole à l'acte, au grand soulagement des populations des zones périphériques de la commune d'Abomey-Calavi. Les dites zones étaient, en dépit de leur appartenance à l'une des plus grandes communes, en proie aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Le journal de titrer que l'eau potable sera bientôt à flot dans les robinets de Calavi. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était la revue de presse hebdomadaire qui portera désormais la signature de Assiongo Kani Assiongo tous les dimanches sur le grand format. Merci beaucoup à vous, à dimanche prochain. En plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Bon retour sur le plateau du grand format. Merci, c'est un plaisir. Premier sujet avec vous, la liste électorale informatisée provisoire émaillée d'irrégularités doit être reprise par l'Agence nationale d'identification des personnes. Ainsi en a décidé le chef de l'État. Quelle analyse cette nouvelle situation vous a-t-elle inspiré? Je voudrais commencer par reconnaître qu'on devrait s'y attendre. Lorsque les listes sont affichées, généralement c'est pour qu'on puisse vérifier les noms, vérifier les informations fournies et probablement demander qu'il y ait des corrections. Donc, que l'on demande à ce que cela soit corrigé, ce n'est pas un gros problème. C'est lorsque les corrections apportées sont énormes, lorsque ces corrections-là sont importantes et avec des erreurs peut-être beaucoup trop en termes des informations fournies, c'est en cela que cela peut réellement inquiéter. Mais je trouve que même si les erreurs étaient importantes et que le chef de l'État a demandé que l'on corrige, c'est une bonne nouvelle et on ne devrait pas en faire un problème. Alors, il y a quelques jours, le député Hassan Seydou a relevé ces irrégularités qu'il a constatées sur les listes dans sa zone, dans la 14e circonscription électorale. Est-ce que c'est son appel qui a été entendu par le chef de l'État? Ce ne serait pas mauvais qu'on entende l'appel de celui qui constate les erreurs. C'est vrai, déjà bien que l'on ait constaté ces erreurs-là, parce que lorsque les populations elles-mêmes ne se déplacent pas, les acteurs politiques qui ont besoin des voix de ces populations ont le devoir de se déplacer. Et ça montre que cet acteur politique veille au grain et qu'il tient à son électorat. C'est une bonne chose, mais c'est aussi bien de savoir que le chef de l'État qui a écouté cette requête-là, pas seulement de l'honorable député, mais je crois beaucoup de personnes, je crois la société civile aussi l'avait évoqué, a évoqué certaines
des retards peut-être dans les affichages et autres. Tout cela montre que nos acteurs politiques sont de plus en plus responsables et que le chef de l'État écoute les réclamations et veille à ce que cette élection-là, déjà on peut mettre ça à son actif, il veille déjà à ce que les élections qui viennent soient des élections au moins sur le plan des listes avec lesquelles on va aux élections, que ces élections-là soient des élections crédibles. Et cela, c'est à mettre à son actif et à l'actif de tous les acteurs politiques qui ont veillé à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, quand on suit les communications qui accompagnent les activités de l'ANIP et surtout les assurances du gestionnaire mandataire de cette agence, on est loin quand même d'imaginer ces irrégularités, non? Oui, on est loin d'imaginer les irrégularités, mais nous restons dans la logique que la perfection, elle est toujours perfectible. On doit pouvoir espérer que cela se corrige, mais c'est bien également pour cela que l'on demande souvent qu'il y ait affichage. Oui. C'est parce qu'on sait qu'il peut y avoir des erreurs. Et même si c'est de la machine qui travaille, il peut y avoir de petites erreurs. C'est pour cela qu'on demande d'afficher et que les gens aillent vérifier. Pour faire les réclamations. Oui, pour faire les réclamations. Et l'ANIP, en cela, lorsque le directeur il passe pour dire que tout est bien fait, pour dire qu'il est au travail, c'est normal que tout soit bien fait parce qu'ils sont là pour cela. Ils sont là pour faire en sorte que les informations soient bien fournies. Ils sont là pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais qu'il y en ait, oui, ils doivent pouvoir faire leur mea culpa et puis admettre qu'il faut se remettre au travail. D'ailleurs, qu'ils veuillent pas, leur employeur demande qu'ils se remettent au travail, ils vont le faire. Et qu'ils reprennent le travail. Évidemment. Alors, le 8 novembre, c'est la date retenue pour transmettre la liste définitive à la Sénat. Mais avec cette nouvelle situation, est-ce qu'on peut rester encore dans les délais légaux? C'est mieux que l'on reste dans les délais. C'est toujours mieux parce qu'avec les affichages, il y avait un délai réservé aux corrections. Il y a toujours un délai. Après les affichages, il y a les corrections et donc c'est à l'ANIP de rester dans le délai des corrections. Ils avaient prévu donc qu'il y a un délai pour pouvoir corriger. Ils vont réafficher à nouveau et après cela, je crois que la transmission sera faite dans les délais impartis. Alors, est-ce que ce n'est pas curieux que ce soit un député de la mouvance qui donne l'alerte et accompagné par le chef de l'État alors que nous avons une opposition qui dit qu'elle travaille pour aller aux élections? Mais comment gagne-t-on l'élection? On gagne une élection en commençant d'abord par connaître ceux qui vont de la fiabilité de la liste. Alors que l'opposition ne veille pas à cela, c'est vraiment surprenant. Et cela laisse croire que cette opposition-là peut-être n'est pas encore prête pour pouvoir accompagner le développement du Bénin et qu'elle n'est peut-être pas prête pour gagner une élection. Mais cela montre aussi que la vraie opposition n'est pas celle-là que nous voyons, mais c'est déjà dans le camp de ceux qui soutiennent le président, qui veulent bien que les choses se passent normalement. Parce que si ce n'était pas cela, ce n'est pas à ce niveau qu'on aurait ces remarques-là. Après tant de jours, on ne dira pas qu'ils se sont empressés de constater les erreurs, parce qu'il y a eu du temps pour que les opposants, cela veut dire peut-être aussi que les opposants ne connaissent pas, peut-être n'ont pas des fièvres pour lesquels ils luttent. Ce sont mes analyses, ce sont mes remarques, mais c'est dommage. Lorsqu'on rêve d'être une opposition constructive, lorsqu'on rêve d'être une opposition qui veut vraiment arracher le pouvoir, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Mais l'autre constat, c'est que les populations apparemment ne sont pas trop intéressées par cette phase de vérification de leur nom sur les listes électorales. Qu'est-ce qui peut justifier ce manque d'engouement dans les bureaux de vote? Bon, généralement, il faut dire que nous avons tous été plusieurs fois déjà aux élections. Et lorsqu'on dit qu'on a affiché qu'il faut aller vérifier à nouveau les listes, on suppose que s'il n'y a pas eu de problème, on sera toujours à son poste de vote, à son centre de vote. Maintenant, si quelqu'un avait réclamé un transfert, là, il peut se dire que, bon, c'est urgent d'aller vérifier. Mais puisqu'il n'y a pas eu à insérer particulièrement de nouveaux noms, c'est normal que les populations n'aient pas un engouement particulier.
il y a des gens qui auraient cet engouement. C'est ceux qui doivent voter pour la première fois. C'est ceux-là peut-être qui ont demandé à transférer leur centre de vote. Et c'est aussi peut-être ceux-là qui sont des candidats, qui espèrent être candidats. Il revient également aux acteurs politiques de motiver les militants à aller vérifier leur nom. Autre sujet avec vous, Claude Alofa, on parle de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complément donc, de la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. L'information a fait la manchette de votre journal jeudi dernier. Alors, sous quel angle avez-vous traité cette information? Oui, et comme cela a été présenté par le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, il faut reconnaître que c'est une modification qui va permettre à l'application des peines d'être un peu plus humaine. Il s'agit de voir dans certaines circonstances où le condamné, parce qu'il est déjà condamné, il n'est pas, la procédure est terminée, il est condamné, mais l'application de la loi, de la peine est plus difficile avec ce condamné particulier, parce que peut-être des conditions de santé ne permettent pas, des conditions de vie sociale rendent plus difficile la peine, parce qu'une peine, c'est toujours pour pouvoir corriger, mais il ne faut pas que la peine soit pour pouvoir détruire entièrement. Parce que pour détruire entièrement, il faut aller à la peine de mort. Et le Bénin a déjà décidé de retirer la peine de mort. Alors, donc, l'objectif du gouvernement, et ça, nous l'avons perçu dans nos analyses, c'est de permettre à ce que tous ceux-là qui sont condamnés, qu'ils aient la possibilité, lorsqu'ils sont en difficulté physique, mentale ou sociale, de pouvoir recourir, demander. Je crois que c'est sur leur demande que lorsque la loi sera votée définitivement sous ce format, c'est sur la demande du condamné que le chef de l'État pourrait intervenir pour faire suspendre l'application de la peine pour une durée bien déterminée. Il ne s'agit pas d'annuler la peine. Le chef de l'État ne vient pas pour annuler la peine comme dans le cas des grâces. Suspension pour un temps, je crois, à 5 ans, selon les cas, renouvelable une seule fois, je crois. D'aucuns y voient à travers cette démarche l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, non, pas du tout. Il ne s'agit pas de l'immixtion. D'abord, le processus suit son cours depuis les enquêtes jusqu'à la décision finale du juge. Le chef de l'État n'intervient pas. Généralement, la peine est prononcée et vous commencez à normalement payer pour la faute commise. Et c'est après cela que certainement il y a des difficultés. Vous sentez des difficultés, vous écrivez à travers peut-être le biais de vos avocats qui demandent au chef de l'État. Donc il ne s'agit pas d'annuler ou d'empêcher la justice de faire son travail. Aucunement. Comme la grâce présidentielle ne consiste pas à empêcher, et partout, dans toutes les démocraties du monde, dans presque tous les pays, il y a une forme qui est réservée pour qu'il y ait la grâce présidentielle. Nous l'appliquions déjà. Et cela ne voulait pas dire que les condamnés qui étaient graciés par le chef de l'État, c'était une manière pour le chef de l'État de dire, bon, le juge a tort. Non, la décision est prise, constatée et confirmée généralement par les instances juridiques nécessaires ou indiquées. Mais après cela, le chef de l'État a la possibilité, pas sur sa propre décision, mais sur la requête du condamné ou de ses avocats. Dernier sujet avec vous, Claude Alofa. On va parler sport avec les écureuils du Bénin qui ont affronté ce samedi l'équipe de la Mauritanie au Maroc. C'est un match des journées FIFA de septembre 2022. Et pour la 3e fois consécutive, les écureuils du Bénin perdent leur match après les défaites face au Sénégal et le Mozambique dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, est-on tenté de dire, mais je reste peut-être dans un angle positif pour dire que j'espère que le nombre de défaites qui était réservé peut-être par le sort à l'équipe du Bénin, le nombre est épuisé et que lorsqu'on va passer maintenant aux choses sérieuses, on va pouvoir gagner. Oui, disons que c'est des matchs tests. Et le Bénin a eu la grâce de pouvoir être impliqué dans ces journées FIFA. C'est des matchs amicaux. Et donc, on a perdu. Oui, c'est vrai, on devrait pouvoir gagner.
Mais je crois que l'entraîneur, tout le staff technique vont pouvoir tirer donc les leçons de ces échecs-là qui sont, comme vous l'avez dit, devenus trop répétitifs et qui commencent pas à inquiéter. Mais nous restons dans l'espoir. D'ailleurs, nous n'avons pas autre chose à faire que d'espérer que notre équipe se porte mieux, peut-être déjà avec le changement du nouveau nom. Je préfère continuer de dire écureuil parce que je ne souhaite pas de dire que nous avons déjà échoué avec le nouveau nom. Non, pas du tout. Je crois que c'est les écureuils qui ont échoué. Le retour de Stéphane Sesseyon qui a repris son brassard, est-ce que ça changeait quelque chose dans la prestation des écureuils? Oui, peut-être, hein, mais il faut dire que Stéphane Sesseyon, ce n'est pas Stéphane Sesseyon d'il y a 10 ans. C'est normal que l'âge intervenant, l'homme soit un peu moins efficace, mais aussi utile à l'équipe. À l'étape actuelle, on n'a pas encore trouvé un leader. C'est Nano Poulain pour qu'ils vont écouter. Sesseyon, certainement, en sa présence, a pu. C'était pas peut-être venu très tôt, mais maintenant qu'il est là, on espère qu'il va aider le coach au niveau donc dans la vestiaire et sur le terrain également, parce que le coach lui sera hors du stade, hors du terrain, mais lui, le capitaine, serait à l'intérieur et il pourra aider, vu ses expériences, aussi bien à l'équipe nationale qu'ailleurs. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ce regard sur l'actualité. Merci. On va se retrouver dans quelques semaines. Tout à fait, ce sera avec plaisir. D'accord, bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons donc notre dernier rendez-vous avec l'artiste de la semaine que je vous invite à découvrir. Hommage au roi Dalada de Romendo Miracle, c'est notre artiste de la semaine. Elle est avec nous sur le plateau de grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Alors, comment vous vous portez? Ça va très bien chez vous. Ça va. Alors, pourquoi cet hommage au roi Dalada? J'ai fait cet hommage au roi Dalada. Pourquoi? Parce que, bon, je dirais, mon nom d'artiste, Romendo Miracle, c'est le roi Polegbeto Indjikla, le roi Dalada,
qui m'a donné ce nom. Et aussi, il fêtait son anniversaire de règne. C'est pour ça que je lui ai dédié au fait cette chanson. Bon, en tout cas, c'est une chanson que je lui ai dédiée, mais ça englobe aussi un peu l'histoire d'Alada et un peu les rois qui sont passés avant que le roi Poligwe Toindjigla soit présent. Alors vous êtes artiste, compositrice, gymnaste, essayiste, tout ça pour vous seul. Oui. Tout ça pour vous seul. D'accord. Votre histoire avec la musique, on va dire qu'elle remonte à 2009 avec le concours Podium Vacances organisé à l'époque. Et vous interprétiez les morceaux de Bitika, de Myriam, de Pélagie la Vibreuse. Est-ce que c'était le moment d'éclosion de votre talent en fait? Oui, je pourrais répondre oui parce que bon, c'est de là je me suis investie, en tout cas je me suis intéressée à la musique et c'est en 2009. Je me suis inscrite au concours Podium Vacances et c'est là avec les interprétations et quels tout. sont les morceaux que vous aviez J'ai interprété la chanson de Betika de la Côte d'Ivoire. Tu as paru dans ma vie comme la lune et le soleil et tu veux disparaître comme la lune et le soleil. J'ai interprété ça et j'ai interprété la chanson Akwe de Pélagie la Vibreuse. Akwe. Oh la oh, la gens va nous tuer. Et à part ça, il y a la chanson de Myriam. Oh Jésus, oh, tu m'as séduit. Oh. Voilà, je pense que c'est ces chansons que j'ai interprétées. Comment est-ce que le public a apprécié la prestation? Ah bon, ils ont vraiment très apprécié. Je me rappelle bien qu'il y avait le monsieur Fernandez Zanou, qui était l'organisateur du concours Podium Vacances. Le jour-là, il était hébété. Tout le monde criait. Ensuite, on disait, ah ben, une petite fille, parce que j'étais tellement petite dans le temps. Vous aviez quel âge en son temps? 7 ans. 7 ans. Voilà. Wow. Donc, les gens se criaient, ils disaient, ah, c'est une grande personne qui est sur scène ou bien c'est une petite fille. Bon, en tout cas, c'était... Alors, à 7 ans, sur un podium comme celui des vacances, quelle était la réaction des parents? Je dirais que quand on était juste à la maison, ma soeur et moi, on regardait la télévision et l'annonce s'est passée, les parents sont rentrés, comme c'était en vacances, on leur a dit qu'on veut se divestir et tout, qu'on aimerait participer au concours. Donc, maman a informé papa a dit, bon, pourquoi pas, ils sont en vacances, il faut les laisser un peu se divestir. Et... Alors, est-ce que papa est là? Papa, il est venu avec vous? Ah oui, il est là. On va le recevoir. Est-ce que Teddy Goudalo peut faire venir le papa de Mélanie? Alors, quelle était la réaction du papa? Quand il a accepté que je fasse la musique ou quand il m'a vu sur scène. Non, quand papa a vu sa fille de 7 ans sur scène. Ah bon, là, je ne pourrais pas totalement dire quelle était sa réaction, mais bon, tout le monde était surpris. Parce qu'on se disait, bon, moi, je suis quelqu'un, je faisais juste mes répétitions à la maison. Je disais à mes frères, bon, installez-vous, vous êtes mon public. Et moi, je vais essayer de chanter, vous allez m'apprécier, vous allez donner vos suggestions et tout. Donc, c'était comme ça, c'était amusant à la maison. Donc, c'était pas un truc où on disait, mais qu'est-ce que toi tu fous là? Bon, on va travailler et tout, non. Alors, papa, il est là avec nous. Alors, malgré tout ce que les gens disaient, malgré tout ce que les gens prédisaient sur l'avenir de votre fille, vous avez pris le risque de l'accompagner dans cette aventure, on va dire, incertaine. Pourquoi? Chacun avait son don. Vous savez, si l'enfant a choisi quelque chose, il faut l'accompagner pour qu'il sorte ce qu'il doit revenir après. Donc, sans vous mentir, pour elle, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Parce que c'est un don pour elle. Parce qu'au début, tout le monde dit, ah, pourquoi tu mets ton enfant dedans? C'est un risque, les gens vont le tuer, vont le faire. Mais je dis non, chacun avait son destin. Donc elle est arrivée pour une mission. Donc ce n'est pas bon de cacher l'enfant pour que son talent brise. C'est pourquoi je l'accompagne avec sa maman. Nous tous, on a essayé de l'accompagner. D'accord. Des années après, votre fille a grandi avec un parcours impressionnant. Malgré donc sa passion pour la musique, elle est par ailleurs étudiante en génie de l'environnement, donc à l'EPAC, à l'université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'elle? Vraiment, très très fier. Parce qu'elle nous a encouragés trop. Parce qu'elle travaille et secondo, elle est actuellement... Comment on appelle? Elle fait du sport, elle fait gymnastique artistique.
La championne en titre du Bénin. Donc actuellement, elle est à titre là. Donc c'est une fierté pour nous et la famille aussi. Il faut que la famille soit à elle et tout Bénin parce que elle est Maoli Conto, mais elle est pour nous tous. Tout à fait, elle est la fille du pays. Ok, la fille du pays. Donc, en tout cas, je suis fier. Je suis très très fier, je suis content. Est-ce que vous avez des retours, vous, en tant que papa? Est-ce qu'on vous appelle pour dire votre fille elle chante bien? Est-ce que vous avez ces retours? Vraiment, plusieurs pays nous appellent pour l'applaudir, comment elle a rentré dedans, quoi. Donc, je ne sais pas expliquer, mais tout le monde est fier. Elle aussi, ses frères, tout le monde est content. D'accord. Oui. Avant de vous retirer, pour que nous puissions continuer l'entretien, qu'est-ce que vous avez envie de le dire là? Bon, actuellement sur on est sur le plateau du grand format en direct. Oui. Je le dis, elle n'a qu'à faire doucement. Il ne faut pas que demain elle soit égoïste, on va dire qu'avec sa talent, elle se fait trop important. Non. Elle n'a qu'à faire doucement, comme elle est en train, comme ça, elle n'a qu'à se comporter comme ça. Jusqu'à la fin de son carrière, elle va réussir, elle va trouver ce qu'il faut. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire à papa avant bon, je tiens à le remercier sincèrement parce que ce n'est pas n'importe quel parent qui peut se tenir devant une scène comme ça sur le plateau et s'exprimer librement et dire ce qu'il pense de son enfant. D'abord, je lui dis merci d'abord et après ça, je pourrais dire que oui, je dis encore merci. Parce que j'arrive grâce à l'étude, à lui montrer que oui, je peux concilier la musique avec les études et tout. Donc je le remercie également pour les dépenses, et que ce soit sur le plan financier et sur le plan moral également. Est-ce que vous avez un producteur, vous avez une maison de production, vous avez un manager? Pour le moment, c'est mon papa qui est mon producteur, mon manager. Donc c'est ça. Pour l'instant, on est en train de rentrer un peu plus dans le vif du sujet afin d'avoir un peu plus la clairvoyance dans les choses et m'associer avec une maison de disques. En tout cas, c'est en cours. Mais pour l'instant, je pourrais dire sur le plateau que c'est mon papa qui est mon producteur, mon manager. C'est lui. Il est tout au fait. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On va faire un entretien. Alors, grâce à ce soutien donc, de vos parents, vous avez signé votre tout premier album, c'était en 2013. Oui. Donc l'album est baptisé Mon Destin, album de 4 titres. Oui. Mon Destin, il s'agit de vous? Oui. Votre destin? Oui, pourquoi? exactement. Pourquoi? Parce que, papa vient de dire tout à l'heure, et c'est le destin de chaque enfant. Quand un enfant décide de faire quelque chose, il faut l'accompagner, il faut l'aider et dans ce qu'il fait afin qu'il puisse trouver vraiment sa passion et l'équilibre dans ce qu'il fait. Donc, c'est Mon Destin, j'ai baptisé pour montrer et à ceux qui disaient au moins dans le temps que oui, c'était pas bien, on est en train de gâcher l'avenir de l'enfant et tout, que ça, c'est mon destin et voilà, je m'introduis en musique et je vais y arriver. Et vous l'assumez. Alors, sur les 4 titres, il y a un que beaucoup de personnes aiment. C'est lequel? C'est le titre Ota de Jiwea, Adonando Beton, Ota de Jiwea, Adonando Be, Medito Papa Cheo. C'était ça, tout le monde aimait. C'est un hommage au papa également. Exactement. Alors, quelles sont les thématiques que vous abordez souvent dans vos chansons? Vous parlez de Dieu, vous parlez de tout? Oui, bon, les thématiques, je dirais, souvent, mes chansons abordent les situations de la vie. Par exemple, ça peut aborder les choses courantes de la vie, que ce soit les orphelins, les personnes handicapées, en tout cas des thèmes du genre. Ça parle également de Dieu et c'est un peu tout. Je crois bien. D'accord. Donc c'est dans cette optique que vous avez signé Molo Molo en 2019. Oui. On va suivre un extrait de Molo Molo et on revient sur ce plateau. D'accord.
Ben, fia molo molo et non blomé. Amon no molo, mais non molo, papa. Nous il molo, il y a pas de le roi mi ani me avec molo que j'ai construit ma maison. Nous baba. Nous Dieu il le connaît mi mais. Tu veux chier sur le chier des riches médiocres. Imbécile. Eh yo, papa, tu es pas bien. La vie n'est que vanité. Pauvre ou riche, on est égal devant la mort. Tout est vanité. Château, villa, voiture, befiwe miwa mole. La dragon ici a mis on doit Molo Molo de Romendo Miracle, clip sorti en 2019. Alors, quels sont les conseils que vous donnez à travers cette chanson? Les conseils. En fait, cette chanson, ça parle des trucs réels qui se passent dans la vie. Ou quand on devient un peu plus aisé, ou un peu... Oui, bon, aisé, je dirais, oui. On a tendance à se faire montrer de tous et on montre qu'on est au-dessus de l'autre. Et alors que la vie, c'est pas ça. Quand Dieu te fait grâce de quelque chose, il faut être humble. Il ne faut pas penser que l'on est supérieur à l'autre. Donc, il faut faire mollo mollo dans la vie quand Dieu nous fait grâce. Je pense que c'est juste ce conseil que j'étais en train de passer. Et comme papa l'a dit tout à l'heure, quand tu es à un niveau supérieur, ne pense pas que ceux qui sont au-dessous de toi sont inférieurs à toi ou n'ont rien au fait. Il faut juste te dire que Dieu t'a fait grâce et il faut juste rester focus et penser que oui, je ne suis pas en supérieur des autres, mais au contraire, ce sont eux qui m'ont permis d'arriver à ce stade-là. Alors, Dro Maoton, c'est votre deuxième album de 8 titres. La particularité donc, de cet album, c'est un mélange de rythmes donc, et de genres musicaux. Pourquoi ce choix? En fait, les gens me disent, Romaine, tu chantes beaucoup de chansons, mais tu n'as pas un style en réalité. Donc, dans l'album là, je voulais trouver une stabilité au fait. Donc je me suis dit, essayons un peu tous les rythmes, en tout cas qu'on fait, tous les rythmes qu'on fait au Bénin. Essayons un peu ceux qui m'attirent et voir où je peux trouver ma stabilité. Et là, j'ai fait de la salsa, j'ai fait du bolojo, j'ai même joué aussi de arang-baron. De l'afrobeat également. Également, donc voilà. Alors, le titre phare de l'album, c'est quoi? Dro Maoton. Voilà, donc la chanson que je pense tout le monde connaît, c'est Oh Clono Hey, Nyenon non dokte no way, Jiwe way, Nyenon pagigo no way, Toi jalolo hey, Nyenon non dokte no way, Jiwe way, Nyenon pagigo no way. When we are good or setting in on better lay, me do molinga. When we are good or setting in on lay, me do molinga. Alors, vous avez déjà donné 2 concerts live. Donc, l'un c'était en 2016. Alors, comment vous avez vécu ce moment? C'était impressionnant, c'était émouvant. En 2016, vous étiez encore. C'est ça? C'était intéressant parce qu'il y avait les orchestres, c'était bien. Avec les orchestres sur scène, souvent, on est un peu plus à l'aise, on ne se sent plus dans le monde du studio parce qu'on se dit, bon là, tu as l'opportunité de faire et d'improviser les choses comme tu veux. Et là aussi également, les musiciens sur scène ont l'habitude de démontrer aussi leur talent et leur savoir-faire.
Alors, votre dernière production, c'est le single que vous avez réalisé avec Ricos Campos, qu'on ne présente plus, sur le titre Maman. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre un extrait donc, de ce clip et on revient sur ce plateau. Ah, maman Kono, et vous, maman, ne sais pas. Ok, ma écoute, ma maman pour moi, ma chérie. Ah, maman, ma maman, s'il faudrait faire tout du monde pour te prouver mon amour, maman, je le ferai. T'es ma raison de vie. Oui, pour toi, je le ferai. S'il faudrait décrocher la lune pour te prouver mon amour, maman, je le ferai. T'es ma raison de vie. Oui, pour toi, je le ferai. I love you, maman, maman, maman. I love you, maman, maman, maman. I love you, maman, maman, maman. Pour toi, oui, je ferai tout. Romendo, Miracle et Ricos Campos sur le titre Maman, lancé en juillet dernier. C'est une très belle collaboration. Alors, comment ça a été organisé? C'était vraiment très facile. Au début, je ne pensais vraiment pas que ça serait quelque chose de très facile comme ça, parce que je me disais, Papa Ricos, c'est une célébrité du Bénin, donc je me disais, on va passer par plusieurs potes. Mais heureusement pour moi, j'étais à un concert quelque part et j'étais aussi parmi les artistes invités. Et il était aussi parmi les artistes invités, donc il était sur scène déjà. Et il faisait sa prestation et l'animateur lui disait, monsieur, en fait, il y a aussi d'autres artistes qui doivent passer. Et il faudrait que vous finissiez à temps, parce que Papa Ricos a l'habitude de venir avec ses orchestres sur scène. Il disait qu'il a un temps à respecter. Donc quand il va finir, il va descendre. Donc il lui faisait comprendre qu'il y a une petite fille aussi dans les coulisses qui doit passer. Il dit, il n'y a pas de souci. C'est la seule que je vais autoriser sur scène aujourd'hui. Ah oui. Et là, j'ai commencé par chanter. Il est venu sur scène, on a chanté ensemble. Et c'est comme ça, le lien s'est fait. Et juste après ça, j'ai décidé, bon, maman, le texte, je l'ai écrit, mais je me disais, on m'a dit, j'ai dit, papa, je veux faire un feat avec cette chanson. Et là, comme on connaît déjà Papa Ricos, j'ai déjà chanté une fois avec lui sur scène. Peut-être il ne se rappelle plus de moi, mais je pense que je vais faire le feat là avec lui. Et on est allé le voir. J'étais stressée parce que je me disais, je vais rencontrer une célébrité. Qu'est-ce que je vais proposer? Voilà le texte que je veux ramener, mais je ne sais pas si il serait d'accord avec ça. Donc, j'avais gardé tout ce que j'avais écrit sur moi. J'étais là et il m'a dit, mais bon, ton visage me dit quelque chose. Et on lui a narré la scène. Il a dit, oui, je te connais. Donc, il m'a dit de fredonner la chanson. J'ai commencé, tu sais, c'est sur cette chanson, moi, je vais travailler avec toi. Sans que je ne lui dise, c'est cette chanson, moi, je voulais proposer. Et heureusement pour moi, le jour là, c'était le jour de répétition pour lui. Et il m'a invité. Avec les orchestres, on a pu faire quelque chose. Il m'a dit, bon, papa, et bon, la semaine prochaine, vous venez avec Romendo à Porto. On va commencer le travail au studio. Et bon, c'est comme ça, ça s'est fait. Qu'est-ce que vous avez appris de cette collaboration avec Ricos Campos? Je dirais, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris également que dans la vie, comme papa l'a dit, il faut rester vraiment humble. Parce que quand les gens vous pensent au rang supérieur, ils se disent dans leur tête que oui, bon, vous alliez être égoïste et tout, mais en réalité, quand on s'approche d'eux, on comprend que oui, bon, vraiment, ils sont humbles. Donc ça, j'ai appris ça de Papa Ricos. Et il y a des trucs en musique, vraiment, moi, Romaine, j'ignorais. Mais grâce à sa collaboration, oui, j'ai pu découvrir tout ça avec les travails, les activités qu'on effectue au studio et tout. Je le faisais différemment, mais avec lui, j'ai compris qu'il y a des stratégies plus évoluées et qui sont même plus meilleures que ce que je faisais. C'est une très belle expérience pour vous. Alors, parmi les artistes béninois, vous n'avez pas de modèle en tant que tel, mais il y en a pour qui vous avez beaucoup de penchants, d'admiration. Je veux parler de Zénab et Angélique Kidjo. Oui. Et pourquoi? Bon, en fait, déjà, quand je vois Maman Zénab,
Elle m'inspire beaucoup parce que sa personnalité, j'aime en elle sa personnalité et le fait qu'elle s'adapte à toutes sortes de générations. Vous et moi, on sait bien que quand on dit Zénab va vivre, quand on chante une chanson d'elle, même si c'est les anciennes chansons de Maman Zénab, quand on joue ça n'importe où, ça fait vibrer. On aime écouter ça. Donc, elle s'adapte à toutes sortes de générations. Et sa personnalité, bon, vraiment, quand on voit son habillement et tout, elle se respecte et elle fait valoriser la culture béninoise. Et maman Angélique Kidjo, elle, vraiment, sa force sur scène, sa force sur scène à danser et à chanter en même temps avec un groupe d'orchestre. Je dis félicitations et puis je pense vraiment que ça, vraiment, je pense pouvoir imiter ça. Alors, pendant que la promotion du morceau Maman se poursuit, vous avez un concert bientôt. Oui, il y a également quelque chose qui se prépare. Ouais, est-ce que tous les éléments, tous les condiments sont déjà réunis? Les condiments sont déjà réunis. C'est là, ça reste juste le chef qui va commencer l'assaisonnement et puis tout et tout. Et ça sera à la disposition du public bientôt et vous allez savourer. Ça va être probablement... En tout cas, bientôt. En tout cas, ça sera du show. On va finir. Qu'est-ce que vous avez à proposer à vos fans qui vous suivent en ce moment? Qu'est-ce que j'ai à proposer? Un titre de votre choix. Un titre de mon choix. Ok. Jesu miyala misea, klunonto miyala, namau miyala misea, klunonto miyala, agong penta non lemi. Miwai Jésus c'est do mon bon baba chéwiwe azonde mon rentalo et ton main Oto gigono azonde mon rentalo et ton main asuye dimbo non solo jewe non wemo asiye dimbo non solo clou non we boanondo ovi we so yihudo non we mau non we boanondo Jésus mi alalo. Romendo Miracle, c'était notre artiste de la semaine en direct sur le plateau du grand format. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci à vous également. Et merci également à papa. Ah oui, je remercie beaucoup papa et je passe un coucou aussi à maman qui est dans les coulisses là-bas. Ah oui, voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 26 septembre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Rouillogwe. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.